C'est quand même un truc de fou quand on y pense. L'être humain qui est capable de concevoir des fusées réutilisables pour aller sur Mars, de séquencer l'ADN, de construire des intelligences artificielles hyper complexes. Ouais, des trucs incroyables. Et pourtant, ce même cerveau humain qui est super brillant, il est tout à fait capable de déclencher une authentique crise d'angoisse en plein milieu de la nuit, tout simplement parce qu'on a oublié d'acheter du beurre. Ah ouais, la fameuse crise de 3 heures du matin pour la plaquette de beurre doux. C'est un classique. C'est ça. Mais c'est une contradiction fascinante. Comment un organe aussi évolué, il peut complètement perdre les pédales pour un détail aussi insignifiant, au point de ruiner le sommeil de quelqu'un, de ruiner sa créativité. En fait, c'est vraiment le paradoxe fondamental de notre neurologie moderne. Notre matériel cérébral, on va dire le hardware, il n'a pas du tout été mis à jour depuis l'époque des chasseurs-cueilleurs. Ouais, on tourne toujours sur la version 1.0. Exactement. Sauf que la complexité des informations qu'il doit traiter au quotidien, elle a été multipliée par 1 million. Et le cerveau archaïque, lui, il fait pas la différence entre une menace mortelle dans la savane, genre un tigre à dents de sabre, et une facture d'électricité qu'on a oublié de payer. C'est la même chose pour lui en fait. Bah ouais, il déclenche exactement la même cascade chimique d'alerte, la même poussée de stress. Et du coup, c'est précisément ce qui nous amène à notre sujet d'aujourd'hui. On continue notre exploration de cette fameuse méthode d'organisation, et là on fait un peu un pas de côté par rapport à nos discussions précédentes. Exception, comment trier ses dossiers, les contextes, tout ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, l'objectif de notre analyse, c'est de comprendre pourquoi toute cette organisation matérielle, c'est en réalité qu'un cheval de Troie. Un cheval de Troie, carrément. Ouais, parce que quand on épluche ce passage spécifique sur la puissance de l'habitude de collecter et qu'on croise ça avec la psychologie cognitive, on capte que l'enjeu, c'est pas juste le rangement, c'est une véritable libération psychologique. C'est clair que c'est un changement de paradigme énorme, parce que beaucoup de gens abandonnent les systèmes de productivité justement parce qu'ils les voient comme du simple secrétariat personnel. Ah bah oui, ils se disent classer des papiers, c'est chiant, ça prend un temps fou. Mais ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que le but ultime de la collecte exhaustive, c'est pas d'avoir un bureau propre. Le but, c'est de redonner à l'esprit humain sa fonction première, c'est-à-dire concevoir des idées, créer, analyser. Et pas servir d'entrepôt de stockage défectueux. Grave. Et pour vraiment saisir la puissance de ça, faut d'abord s'attaquer à la racine du mal. On entend tout le temps dire que le mal du siècle, c'est le surmenage. Genre, l'idée acceptée par tout le monde, c'est qu'on souffre d'avoir trop de choses à faire. Sauf que le texte balaye cette idée reçue directe. Ouais, d'un revers de main. C'est super intéressant d'ailleurs, parce que l'humanité a toujours eu trop à faire. S'il s'agissait juste d'une question de volume d'activité, l'espèce humaine serait en panique permanente depuis l'aube des temps. C'est pas faux. Donc c'est quoi le vrai coupable alors? La théorie centrale ici, c'est que les sentiments négatifs et le stress, ils proviennent de ce qu'on appelle des accords avec soi-même qui ont été rompus ou ignorés. Attends, cette notion d'accord avec soi-même, faut qu'on s'y attarde un peu. C'est comme une promesse interne en fait. C'est exactement ça. Imagine, chaque fois qu'une pensée te traverse l'esprit, genre ah, il faut vraiment que je répare cette charnière de porte, ou je dois appeler la banque demain, ou même un truc pro comme il faudrait que je lise ce rapport en réunion, Ouais, on s'en fait 50 par jour des comme ça. au moins. À chaque fois, c'est un contrat psychologique qui est implicitement signé, et si l'action, elle n'est pas réalisée sur le moment, ou si elle n'est pas notée dans un système externe totalement fiable, une partie de ton esprit considère que cet engagement est rompu. Ah ouais, donc on se trie soi-même en boucle quoi. C'est un peu ça, et le problème, c'est que le subconscient, il déteste les boucles ouvertes. Il va constamment envoyer des signaux d'alerte pour te rappeler cet engagement. Ce qui génère une fuite d'énergie mentale permanente. C'est fou, ça me fait trop penser au fonctionnement d'un ordi. Ah oui, l'analogie de la mémoire vive. Ouais, si tu ouvres un navigateur web avec 100 onglets en arrière-plan, c'est pas la page que tu es en train de lire qui fait ramer la machine. Non, c'est clair. Ce qui siphonne la fameuse RAM, la mémoire vive, ce sont tous les autres onglets masqués qui s'actualisent dans l'ombre, qui cherchent des données, qui jouent des pubs en sourdine. Le cerveau, il subit exactement le même engorgement. Chaque accord non géré, c'est un onglet ouvert qui bouffe de la bande passante. C'est une super métaphore parce que ça illustre très bien ce qu'on appelle la charge allostatique en biologie. La charge allostatique, c'est quoi exactement? C'est l'usure du corps et du cerveau qui est provoquée par un stress chronique. Le truc, c'est que le subconscient, il n'a pas du tout la notion du temps.
Et il n'a pas de hiérarchie rationnelle non plus. Donc il va te rappeler qu'il faut acheter des piles en plein milieu d'une négociation hyper importante. Voilà, où il va te faire ressasser un email que t'as pas envoyé juste au moment où tu vas t'endormir. Cette incapacité à filtrer, ça crée un épuisement de fond. Mais du coup, ça soulève une question sur la proportionnalité de notre stress. Parce que, bon, sur le papier, oublier d'acheter du beurre, c'est trivial. Ouais, ça devrait l'être. Mais physiologiquement, l'anxiété peut être super intense. Est-ce que c'est vraiment réaliste de dire que le cerveau fait pas la différence entre oublier le beurre et rater un gros contrat pro? Binaire pour les tâches inachevées. C'est soit fait, soit pas fait. C'est le fameux Zeigarnik, non? Tout à fait. L'esprit retient beaucoup mieux les tâches inachevées que celles qui sont complétées. Et tant que cet accord flotte dans le vide, le cerveau reptilien, l'amygdale, maintient un micro-niveau d'alerte. Il sécrète une toute petite dose de cortisol. Et une dose, bon, c'est rien. Mais des centaines de microdoses par jour, pour chaque petite chose pas gérée. Là, c'est le burn-out assuré. Ah ouais, l'intoxication à petit feu. Donc, si l'angoisse quotidienne, elle vient de cette multitude d'accords rompus, comment on répare ça? Comment on restaure la confiance sans devoir bosser 24 heures sur 24? Eh bien, le texte propose 3 solutions, et seulement 3, pour gérer ses engagements et refermer la boucle. Ok, c'est quoi la première? Ce serait d'arrêter de s'engager carrément. C'est ça. Ne pas faire l'accord. Refuser. Savoir dire non. Mais c'est super dur de dire non. C'est dur si tu navigues à vue. Ce qui est brillant dans cette approche, c'est que tu peux dire non sereinement que si tu as un inventaire clair et objectif de tes engagements. Ah, ça me rappelle l'anecdote de ce cadre dans les assurances. Le gars qui passait son temps à accepter de nouveaux dossiers avec un grand sourire en disant « pas de problème, je gère ». Et qui finissait par s'effondrer d'épuisement, ouais. Son incapacité à dire non, ça venait pas d'une faiblesse de caractère en fait, c'était juste une cécité totale. Il avait aucune carte mentale de ses vraies responsabilités. Exactement. Sans système de collecte, il promettait son temps sur la base d'une vague intuition. Mais une fois qu'il a tout externalisé sur des listes fiables, la dynamique s'est inversée. Il voyait enfin le mur. Voilà. Face à une nouvelle demande, il regardait son inventaire et il disait « Non, désolé, mon emploi du temps ne me permet pas de prendre ça ». Et c'était plus une dérobade anxieuse, c'était un constat pro. Et bizarrement, ses collègues se sont mis à le respecter davantage parce que la clarté, ça inspire confiance. C'est complètement comme les finances personnelles. Comment ça? S'engager sans connaître l'étendue de ses tâches, c'est comme dépenser de l'argent avec une carte de crédit sans jamais regarder le solde de son compte. Ah oui, sans connaître le plafond. Ouais, t'accumules les petites dépenses, les petits oui par-ci par-là, avec une angoisse sourde qui monte. Tu attends le moment inévitable où la carte va être refusée. Connaître son solde d'engagement, ça permet d'acheter la paix de l'esprit. L'analogie est parfaite. Et ça nous amène à la deuxième méthode pour réparer un accord engoumé. Se conformer à l'accord. Donc, le faire tout simplement. C'est ça. Et là, on fait un clin d'œil très rapide à la fameuse règle des actions de moins de 2 minutes qu'on a déjà explorée. Si ça prend moins de 120 secondes, on le fait. Direct. On raille de la liste. Voilà. Le simple fait de rayer ces petits trucs, au niveau neurologique, ça libère de la dopamine. C'est une petite victoire et ça donne une énergie folle parce que l'encombrement mental recule physiquement. Ok, mais la réalité c'est qu'on ne peut pas refuser toutes les demandes et tout ne prend pas moins de 2 minutes. L'immense majorité de nos engagements est dans une zone grise. Et c'est là qu'intervient la troisième solution qui est vraiment le cœur du réacteur. Renégocier l'accord avec soi-même. Le renégocier et le placer dans un système externe. Mais attends, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Prendre une tâche compliquée, se dire bon, je la fais pas maintenant, et la noter sur une liste pour plus tard. C'est pas juste un mot élégant pour dire procrastiner? Ah, la fameuse objection. Mais la différence est fondamentale. La procrastination, c'est un évitement anxieux. L'esprit recule parce que la tâche est floue ou perçue comme douloureuse. On fuit, mais la boucle reste ouverte et on culpabilise. L'évitement anxieux, c'est quand on regarde une série Netflix en sachant qu'on doit faire ses impôts, et au final, on profite ni de la série, ni on avance sur les impôts. C'est le pire sentiment. La renégociation, c'est l'inverse. C'est une décision consciente. Tu prends l'élément, tu détermines la prochaine action physique requise et tu décides de confier ce rappel à un système externe en lequel tu as une confiance aveugle. Dès que c'est noté, le cerveau est informé que c'est géré. Exactement. La boucle se ferme, même si l'action n'est pas encore faite. L'angoisse disparaît. C'est magique. Le soulagement vient pas de la fin du travail, mais de la certitude de rien oublier. Mais et c'est un gros mais. Pour que ça marche, les sources insistent sur une règle absolue, l'exhaustivité, le fameux 100%. Ah oui, c'est non négociable. Mais pourquoi une telle intransigeance? Je veux dire,
Si on collecte 95% de ce qui nous trotte dans la tête, c'est déjà génial par rapport à la moyenne des gens, non? Pourquoi le texte dit que 95% c'est un échec total? Parce que notre cerveau, il fonctionne pas au prorata. Ces mécanismes de vigilance sont absolutistes. Le réseau de mode par défaut, quand tu n'es pas hyper concentré sur un truc, son job, c'est de scanner l'horizon pour trouver des dangers non résolus. Ok. Donc, si tu confies seulement 95% de tes engagements à ton carnet, ton cerveau intuitif, il sait très bien qu'il en manque 5, et il va se focaliser dessus. C'est l'image du seau d'eau. Si je te donne un seau pour traverser un salon avec un parquet de luxe et que je te dis «t'inquiète pas, il est étanche à 95%», bah tu vas pas être assuré du tout. Bah non, c'est sûr que je vais ruiner le parquet. Voilà. Le petit trou restant y rend le seau inutile. L'angoisse de mettre d'eau partout reste totale. Face à un système incomplet, le cerveau refuse catégoriquement de déléguer son rôle de chien de garde. Il va utiliser son énergie pour surveiller frénétiquement les 5% qui manquent. Ce qui annule tout le bénéfice du système. Exactement. La tranquillité d'esprit, elle arrive que quand le subconscient capitule et se dit « Ok, le filet de sécurité est infaillible ». D'où la nécessité de tout noter. Mais franchement, vouloir absolument tout capter, l'ampoule grillée, l'idée de cadeau pour dans 6 mois, le podcast à écouter, est-ce que ça devient pas une obsession épuisante? On risque pas de devenir des robots du micromanagement de notre propre pensée? C'est le frein numéro 1 pour beaucoup de gens. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. L'effort de capture, ça prend 2 secondes. Tu sors ton appli, tu notes changer l'ampoule, terminé. C'est vrai que c'est rapide. Alors que demander à ton cortex préfrontal de se souvenir de cette ampoule pendant 3 jours, pendant que tu gères des dossiers pro-complexes, ça, c'est une hémorragie d'énergie monumentale. Ah ouais, vu comme ça, Dès que l'habitude du 100% est ancrée, le bruit de fond assourdissant s'arrête. Le retour sur investissement est énorme. on sacrifie 2 secondes pour acheter des heures de clarté mentale. Mais alors, là où ça prend une ampleur dingue, c'est quand on applique ça à un groupe. L'effet multiplicateur, ouais. Qu'est-ce qui se passe si toute une équipe, ou même un couple, applique cette rigueur absolue? Le texte parle de la fin du maternage compulsif. C'est un concept brillant. Dans les groupes normaux, l'énergie qu'on déploie pour vérifier si l'autre a bien fait sa part, elle est astronomique. Le maternage compulsif, c'est la petite relance passive-agressive. Genre le mail, petite piqûre de rappel pour le devis, ou s'arrêter dans le couloir pour dire « Au fait, tu en es où sur le dossier ?» Voilà. Et c'est toxique. Pour celui qui relance, c'est une charge mentale, une boucle ouverte. Et pour celui qui est relancé, c'est infantilisant. Ça crée de la défiance. C'est clair. Mais si tout le groupe pratique la collecte à 100%, la confiance explose. Si je te donne une tâche, je sais que c'est dans ton système. J'ai plus besoin d'utiliser mon cerveau pour retenir tes obligations. On peut enfin se concentrer sur le vrai travail. Et le plus drôle, c'est l'application de ça à la maison. L'exemple des conjoints qui utilisent des boîtes de réception physiques l'un pour l'autre. Ah oui, c'est très surprenant au début. Franchement, déposer un bout de papier dans la bannette de sa moitié alors qu'elle est assise à 1 mètre sur le canapé, ça paraît d'une froideur terrible. C'est super robotique pour un couple, non? C'est la réaction de tout le monde. Mais l'auteur explique que c'est en fait une immense marque de respect. Ah bon? Bah ouais, parce que balancer une consigne logistique genre n'oublie pas l'assurance auto pendant que ton partenaire lit un livre ou joue avec les enfants, c'est une agression cognitive. Tu le forces à sortir de son moment présent pour un truc trivial. Et s'il le note pas direct, ça devient une angoisse en suspens? C'est ça. Alors que le mémo dans la bannette, ça sépare l'intendance de l'émotionnel. Il le traitera quand il aura décidé de faire son administratif. Du coup, toute l'attention consciente du couple peut être dédiée à la vraie relation. On passe plus la soirée à parler de la réparation de la chaudière ou des poubelles. Exactement. Le système agit comme une digue qui retient la logistique chiante du quotidien pour laisser s'épanouir la vraie connexion. C'est vraiment la boucle qui se boucle. On pensait que l'organisation c'était pour les maniaques du contrôle et on découvre que c'est une hygiène mentale de libération. On externalise pour récupérer son espace créatif. On passe de la survie à la liberté d'action. Et toute cette énergie récupérée, on va pouvoir l'investir dans la définition claire des actions, ce qui est l'étape d'après. Ça laisse un peu le vertige, tu sais. Si notre intelligence est si facilement bloquée par des tâches ménagères pas notées, on peut se demander combien de grandes idées, de romans magnifiques ou de découvertes ont été perdues dans l'histoire juste parce que quelqu'un essayait désespérément de ne pas oublier d'acheter du pain. C'est une pensée fascinante. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.